Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entreproms. Comme vous le savez, nous parlons d'entrepreneuriat, de projets, de création, d'innovation. Et aujourd'hui, on a un super plateau. On reçoit encore des jeunes que des jeunes. Alors moi, j'adore la jeunesse, j'adore les jeunes, surtout qu'on a toujours des idées pour faire de superbes choses. Donc tout à l'heure, on va vous présenter nos invités. Donc nous allons recevoir 3 jeunes étudiantes guadeloupéennes sur 4 donc, qui ont créé une web radio qui s'appelle Petit Sel FM. Donc je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc nous avons en plateau Nancy, Soraya et Merlin et qui, pendant le confinement, en ont profité pour aider les jeunes Antillais à lutter contre la crise et à lutter contre l'isolement qui a été créé par cette situation inédite. Donc elles vont vous parler, elles vont vous présenter leur projet, elles vont vous parler de la web radio qu'elles ont lancée. Avec nous aussi cet après-midi, nous avons un jeune, très beau jeune homme en plus, qui s'appelle Xavier Prétérit et qui est un jeune investisseur immobilier, infopreneur et c'est un auteur aussi d'origine guadeloupéenne. Il a débuté avec un petit salaire et avec son petit salaire, il a réussi à se former et à investir dans l'immobilier. Il va vous raconter son parcours et vous allez voir que franchement, on a vraiment de quoi faire et on a vraiment de super entrepreneurs dans notre département. Bonsoir à tous et bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Alors, on va commencer par qui? Honneur aux dames, on fait pour aujourd'hui? Bon, très bien. Bon, un petit peu de galanterie. Alors, mesdames, vous avez lancé une web radio qui s'appelle Petit Sel FM. Donc, est-ce que je vais vous laisser vous présenter? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et l'histoire de la radio afin qu'on puisse tous découvrir ce que c'est? Bonjour déjà. Bonjour. Et nous sommes déjà 3 amis. Donc il manque une personne, comme l'a dit, Lilian, qui est en hexagone pour des motifs personnels et professionnels. D'accord. Et du coup, en fait, quand il y a eu le confinement, déjà nous sommes tous de manière dispatchés sur la France. Donc on est à Montpellier et nous sommes sur Paris, mais pas au même endroit. On se sentait déjà seul en fait. Mm-hmm. Donc moi j'ai eu le temps de rentrer en Guadeloupe avec ma famille, mais du coup les filles n'y ont pas du tout. Et on a senti ce besoin, déjà qu'on se parle assez souvent, mais malgré ça on a senti ce besoin de devoir se parler alors qu'on se parle assez souvent. Mm-hmm. Donc on s'est dit, vu qu'on a l'habitude de parler, de débattre entre nous, d'avoir vraiment des débats très animés, très controversés. Ah oui, en plus on adore. Ah oui, on adore ça. Mm-hmm. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire profiter les autres ultramarins, les jeunes, pas forcément ultramarins, mais ceux qui en ont envie. Peut-être que ça va permettre déjà de lutter contre l'isolement, parce qu'on ne pouvait plus sortir, donc on faisait ça le vendredi soir, après Koh Lanta, donc ça me faisait une suite de soirée. Mm-hmm. Et du coup, très vite, ce petit rendez-vous il est devenu hebdomadaire, les gens l'attendaient. Et on s'est laissé tenter par le jeu, donc on cherchait tout le temps des nouveaux sujets, on se puisait nos thématiques dans l'actualité, donc sur Internet, un peu international, des actualités aussi locales. Et après, on en faisait des sujets, les gens pouvaient commenter en live sur la web radio. Et du coup, on pouvait aussi avoir des appels. On s'est laissé tenter par le jeu de la web radio et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Donc, on avait vraiment peut-être jusqu'à 300, voire 400 auditeurs par soirée, parfois. Mm-hmm. C'est bien. Oui, plutôt pour des amateurs, on va dire. Et voilà, ça va continuer jusqu'à juin. Mm-hmm. Après, comme il y a eu le déconfinement, donc on a un peu stoppé, puisqu'on avait retrouvé un peu l'activité, et du coup, on avait du mal à se synchroniser. Et jusque-là, donc on a fait ensuite un autre format, et peut-être on va parler après, je laisse mes copines parler. Alors vous, c'est Merlin, c'est ça? Merlin. Alors là, maintenant, on est avec Nancy. Oui, c'est ça. Moi, je voulais juste revenir sur ce que Mimi a dit. Pardon, j'ai eu Merlin. En gros, en fait, aussi, on s'est rendu compte que pendant le confinement, il y avait beaucoup de live Instagram, mais ce sont des DJ qui le faisaient. C'était toujours à peu près les mêmes choses. Des lives Instagram de DJ, de musique, des versus. Des choses de divertissement. Voilà, faites par les artistes. Et moi, en fait, j'ai été voir mes amis et je leur ai dit, mais en fait, pourquoi on fait pas... Des choses de société. Voilà, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à dire et
puis personne lance la chose. Et du coup, je trouverais ça super... Qu'il y avait un manque, voilà, au un niveau manque de la communication. Alors, comme a dit Merline, on parle beaucoup, on parle tout le temps, on a tout le temps des débats animés, controversés sur des sujets où on n'est pas tout le temps d'accord. Et je sais qu'il y a des gens aussi, ils n'ont pas forcément l'espace pour débattre dans leur cercle. Peut-être que les gens qu'ils fréquentent ne débattent pas, peut-être qu'ils ne parlent pas de ça. Donc, c'était important de donner une plateforme aux personnes, à nos auditeurs, pour s'exprimer, pardon. D'accord. Alors, Soraya, pareil. Bonjour. Donc effectivement, je vais revenir un peu plus sur les sujets qui nous ont animés. Donc à la base, on utilise Twitter. En fait, on est sur Twitter et on a l'habitude de débattre sur Twitter avec nos communautés respectives. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur des sujets précis, comme typiquement, on a parlé du magico-religieux. Et ce qui nous animait, c'était de voir qu'on avait tous des croyances différentes, des opinions très différentes dessus. Et donc l'idée, c'était vraiment de partager des opinions, des connaissances. Parce que l'idée, c'était pas uniquement de partir sur un débat d'opinion, mais de partir quand même sur... Vous n'êtes pas dans la confrontation. Voilà, pas dans la confrontation. Et on était surtout dans le partage et la transmission de connaissances, puisqu'à chaque fois en amont, on faisait la sélection de nos sujets une semaine en avance. Puis on se dispatchait un peu quelle opinion on voulait défendre. Enfin, on regardait déjà entre nous qui défendait quoi. Et après, c'était d'aller chercher quand même des articles scientifiques, trouver des auteurs, trouver des références. Quand même sourcer nos propos, donner un peu plus de profondeur aux sujets, aux thématiques qu'on pouvait aborder. Et en fait, après, ça nous permettait de vraiment débattre avec les auditeurs. Et après, on leur faisait un petit résumé des sources qu'on avait utilisées pour pouvoir débattre. Donc, l'idée n'était pas de rester dans quelque chose de très superficiel et juste être dans la polémique, mais vraiment d'aborder des sujets de société qui nous touchaient, nous, ultramarins, d'avoir un espace vraiment de discussion qui nous concerne, puisque en fait on est des étudiants guadeloupéens qui sommes partis pour faire nos études et il y a pas mal de sujets. Ne serait-ce que sur ce point. Moi-même, sans faire des débats, nous on en parle régulièrement parce que c'est vrai que c'est dommage que nos étudiants soient obligés de partir, des fois ils ne reviennent pas. Donc j'imagine que juste sur ce point-là, vous avez eu de quoi. Voilà, vous aviez de la matière. Et alors sous Twitter, en plus, vous ne devez pas vous ennuyer parce que les TT qu'il y a en ce moment, je ne sais pas si vous les prenez des fois, mais en ce moment c'est vraiment le feu. C'est vrai qu'en fait, parfois pour nos sujets sur les TT, en ce moment, c'est vrai que je suis obligée de pas trop regarder puisque vacances oblige, on essaie de se déconnecter au maximum. Mais c'est clair qu'on prend la plupart du temps nos sujets sur les tendances actuelles. Par exemple, notre premier sujet, c'était la e-réputation. Donc, c'était en relation effectivement au TT. Donc, en fait, pendant le confinement, donc ça a commencé pendant le confinement, c'était les lives Instagram sur... donc, il y avait beaucoup de filles qui dansaient, qui étaient sur les lives. Donc, en fait, il y avait pas mal de débats par rapport à ce sujet sur des hommes qui avaient certaines opinions et des femmes qui avaient certaines opinions. Donc, on s'est dit, on va faire un sujet sur la e-réputation, voir un peu ce que ça englobe, voir un peu ce que les points abordés, les conséquences. Donc, ça va vraiment fonctionner. On a fait ça, on a fait aussi sur la cancel culture. Donc, c'est la culture du boycott au moment T, donc par rapport aux réseaux sociaux, et tout ça. On a fait, comme Soraya l'a dit, le magico-religieux. On a fait aussi Kilti Arceta. On a fait la loyauté. Ah, bien. On a fait aussi la xénophobie en Guadeloupe. Avec intéressant, ça. L'immigration et tout ça. C'était super intéressant. J'imagine. En fait, du coup, là, on a sourcé au maximum. Et faire ce genre de recherche, même pour notre culture générale, c'était très intéressant. Puisque, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte de tout ce qui peut se passer en Il y a beaucoup de clichés des fois, par exemple. On connaît un peu par rapport à l'école et tout ça, mais faire des vraies recherches, c'était vraiment très intéressant. Et dernièrement, du coup, pour notre live talk qui s'est passé à la Brasserie Pop le 5, on a fait sur la sexualité, pareil, on a trouvé pas mal d'articles. Et c'était dommage parce que c'était des articles, comme je vous l'ai dit, c'était sur la sexualité en Guadeloupe, entre tabou et puis la sexualité. Et en fait, on a remarqué que les articles concernant la Guadeloupe, c'était vraiment par rapport... ça partait de postulats négatifs. Oui, beaucoup de clichés. Voilà, beaucoup de clichés, ça partait sur la maladie, donc ça parlait beaucoup du VIH. En partant de là, ils faisaient des études. Et en fait, on s'est vraiment dit que c'était dommage, en fait, vu que nous, on n'était pas concernés, donc on n'avait jamais fait de
recherches par rapport à ça. Mais c'est vrai que dès une fois qu'on fait des recherches par rapport à ça et que ça part du postulat qu'il y a Il y a un angle de vue qui est décliné dans tous les documents. Ça nous a un peu dérangé. C'est vrai qu'on s'est dit, le sujet était plutôt bien choisi. Et donc voilà, c'était vraiment... Ça nous a apporté quand même pas mal de connaissances, de culture générale, ce petit projet quand même, qui est grossi. D'accord. Je veux juste revenir en disant que au-delà des sujets, vu qu'on a fait un large panel de sujets, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel âge. Du coup, je pense qu'il y a des gens de plus de 30 ans qui nous écoutaient, comme il y a des gens de moins de 18 ans qui nous écoutaient, puisqu'on allait dans la diversité. Et ça, je pense que c'est un des points forts de notre projet. Donc, alors, comment vous avez eu l'idée de créer même cette web radio? Quelle est la fréquence? Est-ce qu'elle est sur Internet? Si moi je veux revoir, par exemple, ces débats-là, est-ce que je peux venir les revoir? Est-ce que les débats sont ouverts? Par exemple, comme c'est sur Twitter, est-ce qu'on peut continuer de tweeter? Est-ce que vous avez un hashtag? Expliquez-nous tout ça. Alors, en fait, l'idée, elle est née, comme on l'a dit, pendant une des deuxièmes semaines du confinement, je crois. Et en fait, il était 4 h du matin, on parlait sur WhatsApp, puisqu'on n'avait rien d'autre à faire, on ne dormait pas. On ne voit plus l'heure à cette période. On ne voit plus l'heure, il y avait des problèmes. Donc du coup, j'ai lancé l'idée et j'ai dit allons faire une radio. Et tout de suite, ils ont répondu positivement. Et on a essayé de chercher comment faire une web radio en ligne, enfin une web radio. Donc on a cherché, on est tombé sur l'outil MixLR. Et à partir de là, on a lancé une communication, on a cherché un nom déjà, on a lancé une communication et à partir de là, tout s'est emboîté. On a eu l'aide on va pas dire d'un graphiste, mais bon, on nous a aidé sur le logo, on nous a aidé sur notre musique de la web radio. Enfin, on a été vraiment accompagnés par d'autres jeunes qui ne sont pas forcément dans l'équipe visible et on les remercie d'ailleurs. Pourquoi Petit Sel? Parce que vous mettez votre grain de sel partout. Exactement. C'est pour ça. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Non, c'est un très bon nom. Comment ça se passe, comme je demandais tout à l'heure, si on veut revoir les débats ou si on veut continuer d'y participer? Alors pour le coup, on utilise MixLR pour pouvoir diffuser la radio. D'accord. Donc avec le nom du compte qu'il faut suivre pour suivre la radio, c'est Petit Sel FM sur MixLR. Il faut suivre où? Donc il faut aller directement c'est un site internet. C'est un site internet. D'accord. Notre radio est hébergée sur MixLR. Oui, c'est directement en direct, donc il faut aller directement sur le site, se connecter et après pas besoin de compte. D'accord. Il y a un espace en fait, un chat où les internautes peuvent directement interagir avec nous à partir du chat, ou sinon ils peuvent nous suivre le débat sur Twitter avec le hashtag Petit Sel FM. D'accord. En fait, ce qui est intéressant avec Petit Sel, c'est que, comme a expliqué Nancy, il y a eu un engouement, déjà, notre engouement à nous quatre, mais aussi, de nos communautés. Oui. On a eu un jingle fait par une artiste, Moussé. On a eu également le graphisme. C'était Roro Too Much. Et il y avait également... il y a une chanson. En fait, on a fait le sujet sur... Sur l'engagement. On a fait un sujet sur l'engagement et les jeunes, donc au niveau des relations interpersonnelles, mais également au niveau de l'engagement solidaire. Et en fait, durant la discussion, il y a un moment, j'ai dit moins en moins plus en parlant d'un ami. Voilà. Et en fait, l'expression a été reprise par un artiste, elle a inspiré, il a fait une chanson. Et la semaine d'après, on a pu diffuser, il a sorti sa chanson, il y a eu... beaucoup d'engouement autour de la chanson, elle a vraiment très bien fonctionné. Donc en fait, on s'est rendu compte que en poussant nos idées à nous quatre, on se faisait plaisir et on se faisait plaisir aux autres. Ouais, et on faisait plaisir aux autres et que non seulement nous, ça nous poussait à continuer à s'informer, à monter des projets et ça poussait d'autres personnes également, ça profitait à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que l'aventure Petit Sel... c'est très bien. Vous allez nous envoyer la chanson Mon Amour Plus là, et comme ça on la passera la semaine prochaine. J'avais juste réagir sur ça, c'est que du coup, vu que ça nous a poussé, en fait, tout de suite, les gérants de la brasserie Pop, dès qu'on leur a parlé un peu du projet, ils nous ont dit, quand vous voulez, c'est bon, vous avez un plateau chez eux. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait le 5 avec le Pop Talk, et directement, il nous a fait confiance, parce que c'était des jeunes aussi. Donc, ils nous ont dit, franchement, nous, on est là pour la jeunesse et tout ça, donc ça nous fait plaisir de vous ouvrir notre porte. Donc, on a trouvé un créneau, ils étaient totalement ouverts, ils nous ont tout fourni. Franchement, donc, merci à eux d'ailleurs. Et donc, franchement, ça nous a pas mal aidé, puisque du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous auraient ouvert leur porte comme ça en disant, on ne se connaît pas forcément, mais c'est pour ça on que a tout à l'heure, confiance à votre projet. Et, voilà.
Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de clichés, puisque les gens ont tendance, et vous avez vu, vous parliez de documentation, c'est parce qu'ils ont un angle de vue dû aux clichés qui sont là depuis tellement longtemps. Donc, l'histoire de les Antillais sont pas solidaires. Voilà. Tous les jours, moi, surtout depuis qu'on a commencé l'émission, là, on est à la fin de la saison 2, on commence la 3e saison la semaine prochaine. Tous les jours, on constate que c'est faux. Donc voilà, c'est important et c'est bien ce que vous faites parce que comme ça déconstruit ces clichés et ça donne des sujets et des bonnes idées. Ça ouvre l'esprit de nos jeunes. Donc merci pour cette présentation. Merci. On va revenir vers vous tout à l'heure. Pour l'instant, on va se tourner vers notre deuxième invité, Monsieur Xavier Prétérit. Bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous ce que vous faites dans l'immobilier et comment vous avez fait comme ça pour exploser. Racontez-nous votre parcours. Ok, alors, qu'est-ce que je fais dans l'immobilier exactement? J'investis dans l'immobilier. Je m'organise pour avoir, on va dire, un cash flow, c'est-à-dire un cash supplémentaire qui me permettra de vivre par la suite de mes loyers. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis investisseur immobilier rentier. Donc, l'idée m'est venue comment? C'est parce que j'avais un petit salaire de base et je me rendais compte qu'il n'y a qu'une chose que je ne pouvais pas rallonger, c'est mon temps. J'avais 24 heures et mon salaire, il n'augmentait pas. Et même en faisant des heures sup, allez, au pire des cas, on me rajoutait 50 euros, mais voilà. pas plus, quoi. Oui, sinon ça fait trop d'impôts en plus. Exactement. Donc j'étais en fait un peu contraint entre le fait de vouloir gagner plus et être libre financièrement et travailler plus. C'était juste pas possible puisque j'avais que 24 heures. Donc du coup, j'ai cherché un moyen pour pouvoir avoir de l'argent à côté sans forcément me réveiller tous les matins. Et j'ai commencé on va dire, à mettre l'accent sur l'immobilier. Comment est venue la première acquisition? Qu'est-ce qui a fait tilt? Comment vous êtes dit, allez, je me lance, j'achète? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'ai lu un livre qui s'appelle Total Recall. C'est un livre d'Arnold Schwarzenegger. Et c'est assez fou puisque je pensais qu'il était devenu millionnaire par rapport au cinéma. Par rapport au cinéma. Et en fait, c'est pas du tout ça. Là, c'est le travail. C'est le travail. Il a fait de l'investissement immobilier. Et je me suis dit, c'est bon, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. C'est parti comme ça. Vous pouvez répéter ça pour que tous les gens entendent ce que vous avez dit, s'il vous plaît? Voilà, je dis, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. D'accord. C'est vraiment parti comme ça. Et du coup, le lendemain, je suis passé en bas de chez moi, à côté d'une agence immobilière. Et je cherchais un bien acheté tout de suite, mais sans réfléchir, sans être formé, rien du tout. Et l'agent immobilier, il m'a un peu pris de haut. Il m'a dit, non. Comme d'habitude. Ouais. Ça s'est passé où, ça? Vous habitez C'était sur la métropole, en région parisienne. Et là, je fais, waouh. En fait, le mec, il vient de tuer mes rêves en 2 minutes. Ouais. Et en fait, il m'a fait comprendre que c'était un peu par rapport au salaire, qu'il fallait un bon revenu, énormément d'épargne et tout. Et je me suis dit, je suis sûr qu'on peut le faire différemment, en fait. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'ai vraiment médité toute la nuit dessus. Et j'ai pensé aux places de parking, tout simplement. Je me suis dit, bon, ça doit coûter moins cher, forcément, et ça doit être plus accessible. Et j'ai commencé à chercher des places de parking, donc il y avait à tous les prix, ça a commencé à 2 000 euros. D'accord. Je me suis dit, ce sera un moyen de me lancer et sortir du salariat, puisque je voulais vraiment sortir du salariat. Et de fil en aiguille, j'ai acheté, je partais pour un parking, mais finalement, je suis reparti studio plus parking, première opération. Et ça a très bien marché. Après, j'ai regardé un peu mes objectifs, je me suis dit, si je fais ça comme ça va me prendre beaucoup de temps. Je ne vais pas être libre comme ça tout de suite. Donc, je suis passé directement aux immeubles. Et j'ai commencé à acheter un premier immeuble de rapport, un deuxième, un troisième, ainsi de suite. Alors, pour que les gens comprennent bien, parce que quand vous parlez de parking, bon, moi, je sais de quoi vous parlez. OK. Puisque ça me fait même penser à Tony Diaz, justement. Je ne sais pas si vous le connaissez, on va vous mettre en contact. Ouais. Voilà. Mais, alors, pour que les gens comprennent bien, quand vous achetez des places de parking, c'est pour les relouer après. Comment ça fonctionne? En fait, on achète une place de parking, tout simplement. Et forcément, nous sommes dans une société de consommation. Exactement, et tout le monde a besoin de se garer pour rentrer chez soi. Voilà. Et on a un double avantage. On peut avoir une simple place de parking, donc un emplacement, et on peut avoir un box. Et le box, il est fermé. Donc, il y a des gens qui ont de très belles voitures et qui ne veulent pas qu'elles soient du tout rayées ni quoi que ce soit, donc ils vont privilégier les box. Et il y a d'autres personnes, tout simplement, qui ont beaucoup d'effets personnels,
qui ne peuvent pas stocker chez eux. Exactement, un peu comme les KGB, enfin les trucs qu'il y a dans les caves en bas. Et on utilise ça en fait, et on met ça à la location. Et ça nous génère un cash flow, enfin du Voilà. cash. Ça veut dire que quand vous allez prendre un appartement, par exemple, quand vous faites votre contrat d'appartement, on vous demande si vous voulez une place de parking ou un box. Et quand vous prenez, donc vous payez votre loyer, et monsieur récupère sa part. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on peut acheter uniquement une place de parking, D'accord. donc on peut les dissocier. Pour la personne qui loue l'appartement, comment ça Ouais. fonctionne? Pour la personne qui loue l'appartement, c'est autre chose, puisque on peut louer un appartement sans place de parking. Oui, c'est Donc ce que ça, je disais. c'est pas un souci. Mais en fait, si elle veut une place de parking, elle doit payer un supplément. Mais en fait, ma question, c'était juste pour savoir au niveau de la procédure pour la personne Ouais. qui prend un appartement, par exemple. Ok. Elle, dans son loyer, on lui propose un box ou bien plus une place de parking supplémentaire. Ça veut dire que vous, quand vous faites la transaction, vous faites avec l'agence immobilière qui loue les appartements. Non, mais c'est pas obligatoire. Voilà, en fait. expliquez-nous ça. C'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des appartements aujourd'hui qui ont effectivement une place de parking, une cave et tout le reste. Mhm. Donc c'est dans le bail. Mais il y a des appartements qui n'ont pas du tout ça. Mhm. Ok. Moi, en général, si je veux acheter une place de parking, tout simplement, je vais voir les locataires qui ont déjà l'appartement D'accord, et je leur dis j'ai une place de parking à louer. d'accord. Voilà. D'accord, donc ça veut dire que la place, ça n'a rien à voir avec, par exemple, les HLM ou bien les offices qui s'occupent du bâtiment. C'est pas eux qui vous vendent la place et c'est pas à eux que vous... Alors peut-être qu'ils peuvent me vendre la place, mais je suis indépendant de tout ce qui va avec. D'accord. Ah Voilà. bah ça, c'est parfait. Voilà, donc ça permet de faire un premier investissement avec un petit budget. D'accord. Voilà. Et après, comment ça se passe? Comment vous faites pour monter, pour acheter un plus grand appartement, pour acheter un bâtiment? Est-ce que ça se fait sur plusieurs années? Alors moi, je l'ai fait en tout en 4 ans. Ok, donc c'est ce qui m'a permis justement d'être libre financièrement. Mais ça se passe que je pense qu'il faut pas se poser trop de questions. Oui, important. Parce qu'avec du recul, je me dis, si je m'étais posé Vous aurez beaucoup jamais de fait. questions, j'aurais pas fait ça. On a peur de s'endetter. Exactement. Il y a une question qui revient tout le temps. Oui, mais si on te paye pas ton loyer. Et moi, je réponds, mais si on te paye ton loyer. Oui, Ouais. oui. Voilà. Et une fois qu'on a répondu à ça, voilà, bien évidemment, on a toujours une personne qui va avoir un défaut de paiement. Mais quand on commence à avoir un grand nombre d'appartements, Oui. Ça se noie dans la masse. Alors, il y a d'autres Antillais qui ont investi dans l'immobilier. Est-ce que ça vous est déjà venu à l'esprit de faire quelque chose ensemble et, par exemple, de faire un réseau? Disons que vous êtes Antillais, eux sont Antillais, par exemple, pour les jeunes étudiants, pour Ouais. pouvoir louer spécifiquement un bâtiment, par exemple, à des jeunes étudiants. D'accord. Ou est-ce que vous louez vraiment à deux personnes différentes? Vous gardez un pourcentage? Comment ça fonctionne? C'est quoi votre méthode de fonctionnement? Alors, sur ça, c'est un peu différent. Je pense que c'est à la carte. Mhm. Je fonctionne beaucoup avec le cœur. Parfois, ça me pose problème. Mais bon, Oui, il ne faut pas être trop voilà, généreux faut en pas être trop affaires. généreux, en tout cas dans le business. Et voilà, aujourd'hui, je regarde juste des personnes qui ont un bon profil, un profil qui correspond à mes attentes. Et je favorise la location. Alors, bien évidemment, et c'est là où je fonctionne avec le cœur en général, quand je vois que c'est un étudiant, Oui, je vois les c'est ma galères, question, je vois oui, que les parce qu'on papiers sait que sont c'est pas... difficile. Voilà. Bah, en général, ça peut m'arriver de choisir ces personnes puisque j'ai moi-même été dans ce cas. Mhm. Donc, c'est une façon d'envoyer De l'ascenseur. renvoyer l'ascenseur. Voilà. Et pour tout ce qui concerne le réseau, bah, en fait, j'ai créé un site internet qui s'appelle Business is my religion. Et sur ce site internet, je partage un peu bah, toute mon expérience à travers aussi ma chaîne YouTube, Xavier Prétéry, tout simplement. Et je parle un peu de comment faire, en fait, pour faire comme moi, tout simplement. Puisque je sais que l'accès à l'information est à la fois facile, mais en même temps... Ils ne veulent pas tout dire. Ils veulent pas tout dire. Ils ne veulent pas qu'on réussisse. Voilà. Donc, pendant le confinement, justement, j'ai animé des lives YouTube d'une heure, un jour sur deux. Et je donnais énormément de valeur et je pense que ça a aidé pas mal de personnes à passer à l'action. Chaîne YouTube, Xavier Prétérit, P-R-E, bon P-R-E, hein, parce que il y a le E sur le YouTube, T-E-R-I-T. Vous allez tout de suite vous connecter, vous allez voir un petit peu ce que fait le jeune homme. Alors, vous écrivez des livres aussi. Parlez-nous de cette histoire d'écrivain. Alors, écrivain, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur les livres du monsieur? Allez-y, montrez-nous Ouais, ça. c'est celui-là. Alors, il y a le premier livre que j'ai écrit qui s'appelle Cave et Parking.
Et en fait, sur ce bouquin, c'était mon premier investissement, donc c'était une façon aussi pour moi de renvoyer l'ascenseur en disant comment j'ai fait et comment tout le monde pouvait faire. Et celui-là, c'est devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et en fait, ce livre, j'ai vraiment... Remontrez le premier livre, s'il vous plaît, comme ils nous ont mis. Remets-nous le gros plan, s'il te plaît. Donc, voilà. Voilà. Et en fait, sur les 2 livres, je raconte vraiment un peu comment j'ai fait. Donc, c'est pas un livre écrit façon Molière, hein, c'est vraiment authentique. J'ai vraiment voulu que ce soit simple à la lecture, parce que à la base, j'ai jamais été un très grand lecteur, et je me suis dit, je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui n'aiment pas forcément lire. En plus, un livre sur l'immobilier. Déjà, il fallait le faire, le livre de Schwarzenegger. Il faut vraiment se dire à un moment donné, bon allez, je vais y aller, je vais le faire, parce que je sais que c'est pas évident. Et donc je me suis dit, bon, il faut que je rende ça, on va dire, ludique. Donc j'ai raconté un peu mon histoire. Je suis parti vraiment du lycée jusqu'à l'indépendance financière. Et je donne aussi toute la méthodologie, les fait en 2 parties. La première partie, c'est un peu mon histoire. Et comme j'aime bien dire, il y a des gens qui s'en fichent un peu de mon histoire, donc ils vont directement à la partie numéro 2. Et je mets tout ce qu'il faut, en tout cas, pour démarrer. En tout cas, moi, je trouve que l'histoire, elle est importante parce que déjà, ça permet de faire en sorte que les gens puissent avoir un modèle à suivre, parce que c'est intéressant de savoir que c'est pas un enfant de riche ou bien un enfant qui avait déjà tout, qui s'est lancé. Donc c'est important, cette histoire-là, c'est important de la raconter. Et est-ce que vous faites des conférences ou bien des animations pour expliquer ça aux jeunes ? Si, je fais des conférences. Alors j'en fais en Guadeloupe, c'est plus sous forme de masterclass. Je prends que 10 personnes. D'accord. Parce que je ne veux pas reproduire le schéma scolaire. Je sais que quand on est nombreux dans une salle de classe, il y a toujours un qui n'ose pas lever la main. Donc j'essaie de créer un concept assez intimiste où je peux aider vraiment chacun. Donc c'est une masterclass. J'aime bien dire, c'est un peu comme au McDo, on vient comme on est, mais on repart en tout cas avec un immeuble de rapport. C'est vraiment l'objectif. Et pour le coup, la prochaine masterclass que j'organise, qui sera sur la Guadeloupe, sera le 12 septembre. J'organise une sur la métropole le 5 septembre à Paris. Alors j'en profite pendant que j'ai ce super plateau pour citer Tony Jazz. Bon Tony, big up Tony. En plus il est reparti, il est déjà arrivé au Canada ou je sais plus où dans le monde en train de faire quelque chose. Tout à l'heure il va nous faire encore une prochaine campagne présidentielle, qui sait, qui a dit une phrase aujourd'hui. Donc je profite pour citer sa phrase: le plus gros risque, c'est de n'en prendre aucun. Donc arrêtez de croire que et d'ailleurs à chaque fois qu'on a des invités au plateau, on le voit, il y a toujours des gens par exemple qui sont fonctionnaires, ils ont envie, comme une jeune femme, d'ouvrir une boulangerie, et toute sa famille qui lui dit: ah non, faut pas, fonctionnaire c'est bien, s'imagine ça fonctionne pas. Justement, elle a dit imagine que ça fonctionne, et ça a fonctionné. Donc n'ayez pas peur, quand vous avez des projets, n'ayez pas peur de vous lancer. Donc ça, c'est un cadeau pour moi, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Alors moi, je veux une dédicace, et pendant que vous faites la dédicace, c'est possible d'avoir un gros plan pendant qu'on a que... allez, attendez, faut marquer ça dans le marbre de Canal 10 quand même. Okay. Alors, pendant que vous faites la dédicace, je vais vous poser une question à tous les 4. Est-ce que vous allez nous faire un débat sur l'immobilier, justement un talk sur l'investissement immobilier? Parce que je pense que c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet, tout à l'heure je parlais de Tony, pendant le confinement on l'a reçu, et c'est le secteur, donc l'investissement, c'est un des secteurs, on va dire, qui ne s'est pas effondré pendant la crise. Au contraire, les gens qui font des conférences ont fait de plus en plus de conférences pour expliquer aux gens que c'est maintenant qu'il faut investir, donc pas sur n'importe quoi, pas n'importe comment. Donc quand est-ce qu'on va faire un talk sur le petit sel pour pouvoir avoir toutes ces informations et pour savoir un petit peu comment ça se passe? Parce que nous ne sommes pas professionnels, donc dès qu'il est disponible et qu'il est prêt à parler, écoute, on peut organiser ça. Je suis toujours disponible. Non, mais ça se passe comment, du coup, si on veut, on veut faire un talk show sur l'immobilier, comment ça va se passer? Pour le coup, c'était le premier. Comme pour reprendre un peu le contexte, on faisait plutôt de la web radio tous les vendredis soirs pendant le confinement. Donc, comme dit Myriam, ça a duré d'avril à juin. Et en fait, au déconfinement, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de... nos vies ont repris.
On a dû s'occuper, l'école a repris, Le travail. les responsabilités, le travail a repris. Donc, ça a été un peu plus compliqué de se caler sur le créneau, puisqu'on avait choisi le créneau de 23h, Oui. heure de Paris, 17h ici, pour pouvoir avoir les deux communautés de connecter. Et en fait, le Pop Talk, c'est quand ils sont rentrés en vacances avec Lilian, où la question s'est posée, et on s'est dit, on va faire un débat pendant qu'on est en Guadeloupe, pour pouvoir toucher aussi la communauté en Guadeloupe, vraiment pour la rencontrer. Donc le deuxième, pour l'instant, on est en préparation. On ne sait pas encore comment on va faire perdurer, en tout cas, l'événement en physique. C'est sûr qu'on est sûr de reprendre la radio. Oui. Peut-être à partir du mois de septembre. Physiquement, vous êtes où? Vous êtes à Paris, mais vous êtes séparés, vous n'êtes pas des mêmes départements? Oui, nous trois, oui, mais pas Lilian. Lilian est à Montpellier, pardon. D'accord. Et nous sommes en région Paris. Enfin, non, nous sommes à Paris. D'accord. Et donc, en fait, pour la suite, je pense qu'on va rester sur le modèle radio. Ok. Et après, à voir si on continue peut-être une fois par mois, une rencontre. Une rencontre. Voir comment ça évolue. En fait, on avait prévu de continuer une fois toutes les 2 semaines, mais on s'est rendu compte qu'on a quand même nos vies. Et c'était surtout l'école, avec l'école aussi, qu'on a des devoirs à rendre. On ne peut pas tout le temps assurer les recherches, une radio, rester super tard le soir. Donc du coup, en fait, c'était un petit peu difficile. Et en plus, là, on s'est dit peut-être en vacances, mais en vacances, en fait, quand on arrive en Guadeloupe, on n'est pas là pour se poser derrière une radio, on a envie d'aller profiter de la Guadeloupe aussi parce qu'on n'est pas là pendant 10 mois. Donc là, c'est vraiment à réfléchir, à voir comment on peut réadapter en tout cas le format à nos auditeurs. Rassurez-moi, le futur de la radio pour l'instant n'est pas encore en péril. Ça vient de commencer. Bon, très bien. La question de si on reprend mensuellement ou d'organisation. C'est vraiment d'organisation. Mais d'ici la rentrée, on aura réfléchi à tout ça. C'est déjà en cours. Mais c'est vraiment une question de quel créneau on le fait parce qu'on veut que ça soit qualitatif et que vous ayez le temps aussi d'alimenter. De quelle manière on nous pousse tous les jours. Enfin, il y a des gens qui nous poussent tous les jours à nous dire oui, cherchez votre passion, faites un truc que vous aimez, ne pas lâcher. Donc je pense que déjà, peut-être par respect, mais par souci des gens qui nous poussent, on n'aura pas envie de lâcher la radio en tout cas. Mais c'est un bon projet. Comme on dit, la radio, elle a pris naissance dans un moment un moment difficile qui était la crise, le confinement. Aujourd'hui, c'est de voir comment on remet en fait cette énergie, comment on cristallise en fait ce projet sur la durée, comment nous on l'organise parce que par exemple Nancy et moi nous sommes sur la fin de nos études, on commence à rentrer sur le secteur le marché du travail, donc voir comment on a fait de la communication, Mimi en droit, Lilian en communication également, voir comment on organise, comment on l'insère dans nos vies, comment on fait perdurer le projet et voilà, comment on l'emmène le plus loin possible. Mais de toute façon, les intervenants, c'est par téléphone sur votre radio que ça fonctionne, donc les gens peuvent vous appeler directement. Il n'y a pas de souci pour ça. Et vous êtes en Guadeloupe ou vous êtes en France du coup? Non, je suis à Miami. Je vis à Miami actuellement. Ah bah continuez là mon fou, moi je vis à Miami. Oui, allez-y. Donc voilà. Donc je fais souvent la navette entre Guadeloupe. En plus c'est plus près et puis c'est mieux aussi. Voilà. Donc je suis aussi en métropole pour les conférences que j'organise. Donc voilà. Il y a combien de conférences dans une année? J'en fais une par trimestre. Ah, ça va. Voilà. Il y a le temps de la préparation et tout. Exactement. Vous allez investir aussi à Miami? Vous avez déjà commencé? C'est pas prévu tout de suite puisque le marché est vraiment différent. D'accord. C'est un marché, on va dire, qui demande une certaine maîtrise que je n'ai pas pour l'instant. Okay? D'accord. Puisque les règles ne sont pas du tout les mêmes. Par contre, aux États-Unis, notamment à Cleveland et Détroit, ça se rapproche beaucoup de ce que je fais déjà. Donc, je vais mettre quelques billes là-bas. D'accord. Est-ce qu'aux États-Unis, on peut investir dans l'immobilier autrement que... parce que comme vous disiez, les méthodes ne sont pas les mêmes. En France, on a vu, il y a des caves, des parkings, il y a des appartements, il y a des bâtiments. Est-ce qu'aux États-Unis, l'immobilier, ça peut être par exemple des locaux commerciaux? Enfin, est-ce que ça peut être une évolution différente par rapport au pays ou pas encore? Alors, pas du tout. Non, c'est pas dans ce sens. C'est exactement la même chose en termes d'investissement. On a les mêmes besoins. Okay. Mais c'est plutôt, on va dire, de manière administrative.
D'accord. C'est un peu différent. Ok. Ok. Et puis, particulièrement, le marché à Miami, il est juste démesuré. Ok. Donc, les prix sont très, très élevés, mais ça peut chuter du jour au lendemain. Donc, il faut comprendre, en fait, à quel moment investir, à quel moment se placer pour gagner de l'argent et pas en perdre. Par rapport à la situation géopolitique actuelle avec le Covid-19, est-ce qu'il n'y a pas des marchés qui sont en train de s'effondrer et sur lesquels il faudrait peut-être pas commencer à se positionner pour voir si ça pourrait fonctionner pour le futur ou pas? Mais par exemple, l'immobilier à Miami, maintenant ça s'est un petit peu amélioré, mais pendant le Covid, les prix ont chuté de 30-40%. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que c'est un marché qui est vraiment particulier. Puisque c'est une petite surface qui est remplie de millionnaires, milliardaires, etc. Donc, là, ça vaut le coup, par exemple, quand les prix chutent à 30%, ça vaut le coup d'acheter un studio, ça vaut le par coup exemple. de se positionner. Voilà. Mais il faut être sur place et faire l'affaire tout de suite. D'accord. Voilà. En fait, le gros avantage qu'on a quand on investit dans l'immobilier en France d'une manière générale, c'est qu'on bénéficie de l'effet de levier de la banque. On peut aller à la banque, dire j'ai 1 000 € de côté, prête-moi 100 000. Ok. Ça, c'est possible. À Miami ou aux États-Unis, il faut avoir le cash. Il faut avoir le cash. Ouais, c'est vrai que c'est un système différent. Donc, on peut avoir 30-40% du cash, donc c'est possible. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, la force de l'immobilier, c'est emprunter la totalité à la banque. Oui, en France, c'est beaucoup comme ça. D'ailleurs, c'est le premier investissement. Hein. Parce qu'investir dans la pierre, c'est le plus rentable, il me semble, jusqu'à maintenant, c'est le plus rentable. Quand c'est bien fait, oui. Voilà, même si des fois le marché chute, on voit à Paris, par exemple, les prix se sont enflammés ces dernières années, mais ça reste quand même très rentable, puisque de toute façon, ça va en augmentant. Donc, est-ce que vous pensez, parce que par rapport à la politique qui a été mise en place avec Macron et tout, ils ont commencé à regarder pour éviter que les prix à Paris ne flambent trop. D'ailleurs, Anne Hidalgo, elle en a parlé. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu la campagne, je suppose, puisque vous investissez dans l'immobilier. Donc, est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ça va se stabiliser ? Parce que là, ils luttent pour que ça arrête de continuer de grimper, justement. Est-ce que vous pensez que ça va être intéressant toujours d'investir sur Paris ou qu'il va falloir se diversifier et aller peut-être un peu plus dans les campagnes ou dans les villes où c'est beaucoup moins cher, donc peut-être que vous pouvez en acheter plus, mais peut-être que vous faites moins d'argent dans les rentrées. Comment ça va se passer justement, c'est une très bonne question, puisque ma stratégie à la base, c'est de ne pas investir dans Paris et ses alentours, mais vraiment attaquer les petites villes à côté. Donc on peut avoir tout ce qui est Tourcoing, Lille, c'est des villes qui sont un peu moins grandes. Et là, ça reste intéressant. Et là, ça devient intéressant puisque le prix de l'immobilier est très bas, donc on ne prend pas trop de risques. Voilà, les loyers sont assurés. Les loyers sont aussi assurés, hein. Les loyers sont normaux, oui, par exemple, un appartement, la personne va payer 300, 400 €. Ce n'est pas très élevé par rapport à Paris. Ce n'est pas élevé par rapport à Paris. Le loyer sera à 1 000 €, mais où vous prenez plus de risques que la personne ne paye pas. Exactement. Et en fait, il faut savoir que quand on investit de manière classique sur Paris, la plupart des gens qui investissent à Paris de façon classique, je précise, ne sont pas rentables. Donc tous les mois, ils font un effort d'épargne. Voilà. Donc pour bien investir à Paris, il faut rentrer dans on va dire des éléments un peu plus techniques, faire de la location saisonnière, du Airbnb, ce genre de choses. Et là, on peut trouver une rentabilité. D'accord. Ok, très très intéressant d'apprendre tout ça. Alors, si vous avez quelques questions à poser, alors moi, j'ai pas du tout pensé à ouvrir la ligne avant. Donc, 05 90 96 10 10. On va y arriver. Alors, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. Hein. Si vous avez des informations qui vous passent par la tête, vous pouvez appeler pour demander. Comment ça s'est passé ? Bon, on a vu ce que vous avez fait pendant le confinement. Donc vous, ça vous a pas du tout, c'était pas la crise, on va dire pour vous. Voilà, donc ça s'est bien passé. Par rapport au confinement, vous allez reprendre chacun vos activités puisque maintenant il y a des confinements et tout. Alors, on a un appel, donc je vous poserai la question après. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir aux invités aussi. Bonsoir monsieur Prétérité aux jeunes filles de Petit FM.
Alors, j'aurais quelques petites questions. Enfin, non, avant de poser des petites questions, je voudrais d'abord féliciter aux jeunes de Petit CLFM d'avoir eu l'opportunité, aussi le courage de lancer leur propre média. Parce que moi, je les suis depuis le début sur Twitter. Et tous les vendredis soirs, j'attendais vraiment ce petit moment d'intimité avec elles. Et on passait, on va dire, des bonnes soirées, quoi. Et ça faisait des bons débuts de week-end parce que déjà que le samedi et le dimanche, on était en confinement, on ne pouvait pas sortir, donc c'était vraiment très intéressant. Donc, à titre personnel, ben, je leur dis à toutes les trois qui sont sur le plateau et à Lilian qui est en France, merci, parce que ça nous a fait beaucoup de bien et de poursuivre leur effort. Merci beaucoup. Pour ceux qui auraient aimé, par exemple, suivre de manière mainstream leurs médias, est-ce que vous avez peut-être fait des prospections avec des médias en Guadeloupe? Par exemple, je sais que Canal 10 a une radio. Et voir si vous ne pouvez pas faire une collaboration pour diffuser sur leur Facebook Live ou sur leur... On va parler business après. Hein. Bah, écoutez, on va en parler à la direction. Oui, très pertinente cette question. Merci d'avoir ouvert. Merci d'avoir ouvert le débat. En tout cas, merci à toi. Ma deuxième question, ce serait pour M. Prétérit. Alors, vous dites que c'est pas le même marché en termes d'immobilier entre les États-Unis et la France hexagonale. Mais étant donné, bon, je ne suis pas très forte en business et en immobilier, mais étant donné que les pays africains en général, ils sont en termes de croissance à 10%, serait-il possible pour nous qui sommes caribéens, antillais, d'investir dans ces pays? Et si oui, comment? Et ma deuxième question pour M. Prétérit, ce serait de savoir, est-ce que déjà sous le marché guadeloupéen, l'immobilier, c'est un bon investissement ou il est déjà saturé? Donc, je vous remercie d'avoir écouté mes deux questions. Je vous félicite encore tous les quatre qui sont sur le plateau. Sabine, encore merci d'avoir invité des invités de qualité et qui nous donnent l'ambition d'avancer toujours plus loin, déjà ici en Guadeloupe et dans le monde. Je vous embrasse tous. Bisous. Merci pour votre question. On essaye de vous informer au mieux et de vous donner de beaux exemples. Allez-y, c'est une très bonne question que la dame a posée en plus. Alors, on va commencer par... L'investissement en Afrique. L'investissement en Afrique. J'aime bien dire une chose. Il ne faut pas penser que l'herbe est plus verte ailleurs. D'accord. C'est le premier truc que je dis. Et il faut déjà maîtriser l'immobilier chez soi pour ensuite attaquer un autre marché. D'accord. Parce que si on ne maîtrise pas déjà l'immobilier, qu'on attaque un marché qui est totalement différent, on peut perdre beaucoup d'argent. Ça arrive à beaucoup de personnes. Important. Et j'ai des amis qui vivent en Afrique et qui eux-mêmes sont investisseurs. Il m'explique que parfois, il y a une certaine complexité sur ce marché puisqu'on ne sait pas... Un peu comme pour le secteur américain. Donc Exactement. vous ne connaissez pas encore tous les rouages. On ne connaît pas forcément tous les rouages, mais c'est surtout qu'on peut acheter un terrain, par exemple, en Afrique et se retrouver à ne pas être propriétaire de ce terrain à la fin. D'accord. Donc il y a encore un petit peu, comme c'est notre cas en Guadeloupe, on a reçu un jour Madame Tacita justement, qui est spécialisée dans ce domaine au niveau des terrains. C'est un petit peu comme le même problème que chez nous. Exactement. On a un problème qui est un peu similaire. Maintenant, cette dame, elle a posé une question très pertinente. Est-ce que le marché en Guadeloupe est lucratif? Et oui, très sincèrement, oui. Je pense qu'il faut... on aime la qualité en Guadeloupe, donc on peut construire, on peut louer et apporter des choses totalement différentes, nouvelles. Il y a vraiment de la place, en fait. Il y a tout à faire, en fait.
On va vous faire revenir. De toute façon, j'attends mes dédicaces dans mes livres D'accord, qu'il faut c'est que parti. je lise et que j'étudie. Vous restez en Guadeloupe pour le moment? Je reste en Guadeloupe jusqu'à début septembre. Je pars le 2 septembre. Bon, bah, après, vous reviendrez, de toutes les façons. Ouais, je reviendrai. Bon, quand vous revenez, vous m'appelez. Comme ça, moi, je vais étudier vos livres là et on va faire une émission spéciale pour l'immobilier en Guadeloupe. D'accord. Avec Madame Tacita, on va la faire revenir. Et comme ça, on pourra regarder. Et si ça vous intéresse vraiment, parce que ça peut être vraiment un point très positif, l'investissement en Guadeloupe, on pourra vraiment faire une émission spéciale pour ça. Et comme ça, on préviendrait les téléspectateurs. Et parce que c'est très intéressant, l'investissement immobilier, surtout pour les gens qui ont travaillé toute leur vie en France et qui, après, quand ils viennent passer leur retraite, des fois, c'est compliqué, surtout avec les terrains. Il y a des trucs les terrains ne sont pas divisés. Enfin, voilà. Donc, savoir comment investir dans notre immobilier, c'est important parce qu'on ne peut pas passer notre vie à dire sur les réseaux sociaux « Ah, yoka vin sorti tout partout, yoka vin acheter tout ça nous et nous-mêmes, nous pas qu'à acheter. » Bon, alors c'est de ma faute, j'ai ouvert la ligne trop tard parce que j'étais passionnée par l'émission. Là. Du coup, on n'a pu prendre qu'une seule question et l'émission est déjà finie. Pourtant, je sais que quand on ouvre la ligne, Chicano, c'est même déjà là. Salut Chica, il est déjà arrivé. Donc, on va lui laisser un petit peu la place. Et d'ailleurs, on va parler avec lui pour voir s'il y a moyen que vous fassiez quelque chose avec lui. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va refaire encore une émission avec des intervenants, on va dire toujours décontractés. Et on reprend au mois de septembre avec la gestion de la crise. Comme vous le savez, le chômage partiel se termine à la fin de ce mois-ci, donc le lundi 31, ce sera le dernier jour. On ne va pas faire une émission le lundi 31 dessus parce qu'on va laisser une semaine à nos institutions, le temps qu'elles puissent réunir les informations et pour pouvoir récolter les questions et voir un petit peu ce qui fonctionne ou pas et ce qu'il faudrait mettre en place pour aborder la prochaine partie de la crise qui va se dérouler sans le chômage partiel mis en place par l'État, sachant qu'il y a déjà des autres dispositifs qui sont mis en place en fonction du secteur d'activité et de si c'est longue période ou pas. Donc on en parlera le lundi 7 septembre pour la rentrée de la 3e saison. En attendant, il nous reste encore un lundi où on va un petit peu s'amuser et se décontracter. Bonne semaine à tous, bonne fin de vacances surtout, bon courage pour la rentrée qui arrive à grands pas et à la semaine prochaine. Au revoir, merci d'être venus sur notre plateau.